12. Si tu veux savoir comment ici tout a commencé, il te faut imaginer une petite communauté d'hommes et de femmes à la fin de la préhistoire qui installent leur village bien à l'abri sur cette colline rocheuse qui deviendra plus tard la cité. Ils n'ont pas choisi l'endroit au hasard. Situé à un carrefour bien placé, entre la montagne noire et les Pyrénées, la mer et l'océan, la colline offre un accès au fleuve et à son eau précieuse. Au temps des Gaulois, le village devient un oppidum fortifié où les activités commerciales sont florissantes. On échange même avec les lointains Étrusques d'Italie et les colonies grecques. Mais c'est l'arrivée des Romains qui va donner ses lettres de noblesse à notre modeste oppidum. Un siècle avant notre ère, ils créent la colonie de la Narbonnaise. Toute la région passe pacifiquement sous leur domination. Ils tracent la Via Aquitania, une route entre Narbonne et Bordeaux, qui passe bien sûr par notre ville, lui permettant de bénéficier de la richesse des échanges. Les Romains sont des bâtisseurs. Ils fortifient notre ancien oppidum qui prend, pour la première fois, le nom de Carcasso et le transforme en une petite ville gallo-romaine aux superbes villas ornées de mosaïques. Une enceinte de plus d'1 kilomètre est bâtie. Elle comprend plus de 30 tours défensives. Tu peux encore en voir certaines. Cela n'empêche pas les barbares visigoths de s'en emparer. Ils s'installent dans notre région au 5e siècle, mais continuent à l'administrer selon les cadres romains. Puis, ce seront les Francs qui chasseront les Visigoths, les Sarrasins qui pourchasseront les Francs, et Pépin le Bref, le roi chrétien des Francs, qui reprendra à nouveau la cité. Mais le plus étonnant, c'est que durant tous ces siècles d'invasion, l'organisation romaine reste en place, permettant à la vie de la cité de suivre son cours. Finalement, c'est avec Charlemagne que notre région retrouve une vraie stabilité.
enseigné à l'école. Quand Charlemagne meurt, tout son empire éclate en petite seigneurie féodale. Chez nous, c'est la famille des Trincavel qui gouverne notre région. Et en ce début du 2e millénaire, à la cour de ces beaux seigneurs, c'est le temps de l'idéal chevaleresque, de la noblesse de cœur appelée parage. C'est le temps de l'amour courtois, des troubadours qui viennent chanter au château et dans toute l'Europe, dans la toute nouvelle langue occitane. Ce sera notre âge d'or. Les Trincavel vont embellir la cité, construire le château comtal et la cathédrale Saint-Nazaire. C'est aussi le temps de la tolérance, dans la façon d'adorer Dieu. Une tolérance que notre ville va payer au prix fort. À la fin du XIIe siècle, l'Église de Rome, riche et corrompue, perd la confiance du peuple. Le catharisme, qui cherche à retrouver l'idéal de pauvreté des débuts de la chrétienté, se développe et fait beaucoup d'adeptes à Carcassonne. Car les cathares sont protégés par Trincavel. Le pape appelle alors à une véritable croisade contre le Midi, qu'il déclare terre d'hérésie. Une armée se forme, essentiellement composée de seigneurs du nord de la France, qui voient là une occasion de mettre la main sur nos richesses. La cité est assiégée. Deux bourgs, situés près des remparts, tombent rapidement et sont brûlés. L'enceinte de la cité résiste à l'assaillant. Malheureusement, au bout de 2 semaines de siège, le manque d'eau et la chaleur obligent Trincavel à négocier. Capturé par traîtrise, il est jeté dans un cachot où il meurt empoisonné. Toutes ces terres sont alors attribuées à un seigneur du Nord, Simon de Montfort, pour être finalement rattaché au royaume de France. Le roi améliore alors les défenses de la cité. On fortifie le château comtal. On construit un 2e rempart. Avec courage, le fils de Trincavel tentera une nouvelle fois de donner l'assaut, en vain. La population qui l'a soutenu sera en représailles expulsée de la cité. Ce seront les premiers habitants de la ville basse. Cette expulsion des habitants de la cité va changer notre destin. Lorsque le roi Saint-Louis pardonne enfin aux anciens citadins, il ne les autorise pas à retourner dans la forteresse. Il fait construire, sur l'autre rive du fleuve, une bastide, la ville basse. Là,
où tu te trouves aujourd'hui. Et tu peux le voir par toi-même. Il l'a bâti à la mode romaine, avec des rues rectilignes qui dessinent un vrai quadrillage. Après des débuts difficiles, la ville basse prospère. Le textile sera sa richesse. Grâce à la laine des élevages de la Montagne Noire et des Corbières, Carcassonne devient au XIVe siècle le premier centre de production textile du royaume. On carde, on tisse, on file, on brode, on teinte. La campagne environnante flotte des 1000 couleurs des pièces de tissu qui sont ensuite exportées très loin, vers Constantinople et même Alexandrie en Égypte. Hélas, en 1355, éclate la dite guerre de 100 ans entre les royaumes de France et d'Angleterre. Les Anglais, menés par le prince noir, dévastent par le feu la ville basse, sans chercher à conquérir la cité. Mais, rassure-toi, les Carcassonnais sont un peuple têtu. La ville basse est vite reconstruite et fortifiée. De son côté, la cité perd de son importance. Avec l'invention de la poudre à canon, ces grandes murailles n'ont plus de raison d'être. Au XVIIIe siècle, elle n'est plus qu'un quartier misérable. À l'opposé, la ville basse s'épanouit. Colbert, le ministre de Louis XIV, développe la prestigieuse manufacture royale de draps de la Trivale, qui emploie près d'1 millier d'ouvrières occupées à filer, à dévider la laine et à pousser la navette. À son exemple, d'autres manufactures se créent. Partout, les ateliers se multiplient. Toute la ville n'est plus, dit-on, qu'une immense filature. Et les tissus et les étoffes qui sortent de nos ateliers sont recherchés car réputés pour la variété, la richesse et la tenue de leur coloris. Grâce au commerce des tissus, la ville s'embellit. L'eau est amenée jusqu'aux fontaines. Les rues sont pavées et éclairées. De remarquables hôtels particuliers sont bâtis. Au XVIIIe siècle, les anciens remparts devenus inutiles sont démolis. La ville entre dans un nouvel âge d'or. On comble les fossiles. On édifie de grandes portes, comme l'imposant portail des Jacobins. La Révolution voit la création du département de l'Aude et Carcassonne en devient le chef-lieu administratif. Mais je te l'ai dit, rien n'est stable en ce monde. Au siècle suivant, l'industrie drapière se voit concurrencée par les filatures anglaises. La mécanisation des métiers à tisser fait baisser les salaires, réduisant les ouvriers au chômage et à la misère. Fort heureusement, la viticulture est alors en pleine expansion.
c'est elle qui va prendre le relais de l'économie de toute notre région. Elle donnera du travail à ceux qui ont perdu leur emploi dans les filatures. Une nouvelle prospérité verra le jour, attirant même une main-d'œuvre espagnole qui s'enracinera pour bâtir un pan de notre identité. Une identité plurielle, riche des apports de ceux de la Montagne Noire autant que de la Méditerranée, qui constitue un vivre ensemble bien de chez nous, un vivre ensemble occitan, cher à notre cœur de Carcassonnais. Pour finir ce voyage dans le temps, reprenons le chemin du Pont-Vieux et retournons un peu dans les listes de la cité. À la fin du XIXe siècle, elle est en piteux état. Il est même prévu de la raser définitivement. Mais les Carcassonnais y sont attachés. Un mouvement de prise de conscience de la richesse de notre patrimoine s'engage alors. Grâce à l'action d'un érudit carcassonnais, Jean-Pierre Cros-Meyrevieille, la cité échappe à la démolition. Et l'on charge l'immense architecte Viollet-le-Duc de la restaurer. Un chantier colossal démarre. Les masures qui s'étaient construites dans les lys sont démolies. Il faudra un siècle de travaux pour restituer toute sa grandeur au plus grand ensemble de fortifications du Moyen-Âge d'Occident. Consécration ultime, la cité est inscrite par l'UNESCO sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'humanité, rejointe ensuite par le canal du Midi. Carcassonne est une des rares villes au monde honorée de 2 sites classés. Aujourd'hui, avec plus de 2 millions de visiteurs par an, Carcassonne est un haut lieu touristique et l'on vient du monde entier admirer la ville fortifiée la plus accomplie en Europe. Même le Père Noël ne manque jamais de profiter de sa tournée pour la survoler longtemps.